Alors, sans plus tarder, si on veut vraiment utiliser notre temps au maximum, je commencerai en vous invitant, en vous souhaitant la bienvenue au premier webinaire du Carrefour et pour le réseau REPFRAN. Alors, je voudrais vous présenter les personnes qui me soutiennent et qui m'ont aidé dans la préparation et dans la réalisation de cette activité. Alors, Anne Filion, qui est la coordonnatrice du Carrefour de la Réussite, que vous voyez à l'écran. Alors, Anne va porter une attention particulière au clavardage aujourd'hui. Et elle m'a aidé à la préparation. À la réalisation, il y a Catherine, que vous avez connue tantôt, qui vous a accueilli. Alors, Catherine Jobin est de la POP et elle nous aide dans la réalisation. Et pour ceux et celles qui ne me connaîtraient pas, je serai votre animatrice. Je suis l'animatrice du réseau REPFRAN. C'est moi, Colette Ruet. Alors, dans les présentations d'aujourd'hui, étant donné que nous aurons 3 personnes invitées, je vous demanderai de ne pas les interrompre, mais je vous invite à réagir, évidemment, et à ne pas vous priver, en utilisant ou le clavardage, parce que Anne va garder toujours un œil dessus, et ou bien en utilisant les documents qui sont en l'écran avec le bouton texte, vous pourrez écrire dessus et nous pourrons imprimer ces documents-là après. Donc, comme introduction, je vous dirais, on va rappeler le thème de la rencontre. Il s'agit du suivi au test de français à l'embauche dans les collèges. Cet automne, on a mis la table, en quelque sorte, en faisant un vaste tour de ce qui se faisait dans les collèges. Je sais que le suivi administratif est très important. Mais disons que c'est une dimension qui relève davantage des ressources humaines. Alors aujourd'hui, on va se concentrer davantage sur ce qui est notre pain quotidien, à savoir le suivi pédagogique, les suites pédagogiques, donc le perfectionnement qui est offert, perfectionnement linguistique, qui est offert dans les collèges aux personnes je dirais, en difficulté, c'est-à-dire aux personnes qui échouent au test à l'entrée ou qui sont considérées comme faibles. Alors, l'objectif qu'on va viser, c'est de s'informer ensemble de ce qui se fait dans l'ensemble du réseau et particulièrement dans 3 collèges et de pouvoir en discuter et échanger là-dessus entre nous. Donc, dans un premier temps, je vais rappeler un petit peu l'état des lieux de ce que nous savons à partir du diaporama, vous vous rappelez, du diaporama présenté par Jean-Sébastien Ménard, cet automne, en septembre, il a fait à l'hiver 2014 une mini-enquête à travers l'ensemble des collèges et il avait obtenu quelques réponses. Alors, qu'est-ce qu'on a découvert à travers ce sondage-là? Que dans 15 cégeps, attendez un peu que je tourne la page, dans 15 cégeps, l'accompagnement a été fait par le REPFRAN. Dans 13 cégeps, l'accompagnement est offert par le CAF ou un professeur de français. Dans les 2 cas, la démarche peut se ressembler, à savoir qu'on part d'un diagnostic et ensuite le suivi peut se distinguer. Dans certains cas, c'est 1 fois par semaine. Dans d'autres cas, c'est 3 ou 4 fois dans l'ensemble de la démarche. Dans certains cas, on offre une simulation. Malheureusement, on n'en sait pas plus. Peut-être qu'aujourd'hui, nous allons apprendre davantage de choses sur la dimension pédagogique et c'est ce qui nous intéresse. Dans un cégep, on a opté pour Performa et nous avons la chance d'avoir cette personne-là avec nous. Dans 5 cégeps, on se sert de la formation continue ou d'un cours par correspondance. Je pense entre autres à TELUC, mais il y a peut-être d'autres possibilités ailleurs de cours par correspondance. Ça, ce sont les services offerts dans les collèges. Dans les autres dimensions, il y a 2 collèges qui engagent un prof privé, contractuel pour soutenir l'enseignant. Dans un cégep, on demande au candidat ou à la candidate en difficulté de visiter le site du collège dédié à la valorisation de la langue et de s'en servir pour améliorer son français. Et dans 6 autres cégeps, on n'avait pour l'instant aucun accompagnement et je pense qu'on était à la recherche d'accompagnement. Maintenant, ce que je voudrais, bon, le dépannage linguistique, je m'y attarderai pas parce que c'est pas l'essentiel, je pense, de notre propos, mais il faut savoir que dans tous les collèges, on essaie d'offrir du dépannage de différentes formes, là, que ce soit des guides, le site, le blog ou des capsules, des ateliers aussi parfois. Alors aujourd'hui, j'aimerais, dans un premier temps, vous vous êtes inscrit binaire. Alors, j'aimerais savoir votre niveau de satisfaction de ce que vous faites dans votre collège. Alors, avec le petit crochet qu'il y a en haut comme instrument, je vous demanderais de nous dire rapidement la formule pédagogique qui est utilisée dans votre collège, quel est votre niveau de satisfaction? Aucune, faible, moyenne ou grande. Même chose pour l'efficacité de cette formule-là et le taux de participation à cette formule-là. Ça va nous donner un portrait de qui nous sommes. Alors, vous y allez, vous cliquez.
Bon, alors on peut voir que je pense que parmi vous, il y a des gens assez nombreux qui sont assez satisfaits du travail qui se fait, que vous faites finalement, mais et de la formule que vous utilisez, du taux de participation, mais vous êtes donc à l'affût constamment de trouver d'autres façons de faire pour l'améliorer, parce qu'on sait qu'il n'y a pas de panacée, qu'il y a toujours quelque chose qu'on veut améliorer, rejoindre plus de gens, trouver des meilleures formules, ou encore qu'il y ait plus de gens, etc. Mais on voit aussi qu'il y a des gens qui ne sont pas satisfaits, là. Donc, il y a des frustrations parce que la formule ne nous convient pas ou convient plus parce que ça évolue dans le temps aussi. Alors, j'espère que vous allez trouver aujourd'hui réponse à vos questions, des solutions à votre problème. Donc, à la fin, nous essaierons de revenir là-dessus pour voir si vous avez trouvé une satisfaction. Alors, déjà ça nous donne un portrait pour nous dire que dans les collèges, il se fait des choses très différentes. Alors, je vais vous présenter maintenant les trois animatrices qui travaillent, c'est toutes trois des REP francs dans des collèges. Alors, je vous présente Maryse Saint-Pierre du Cégep de Trois-Rivières, Nancy Desjardins du Cégep de Saint-Jérôme et Elisabeth Tremblay du Cégep de Chicoutimi. Elles vont intervenir l'une après l'autre. On leur a demandé de préparer une petite présentation de 10 minutes, à la suite de laquelle il y aura une période de questions, des questions d'éclaircissement que vous pourrez lui adresser là, pendant 10 minutes. Et à la toute fin, quand les trois auront passé, à la toute fin, on espère qu'il nous restera 15 minutes pour pouvoir échanger tout le monde ensemble. Et plutôt, je le rappelle, plutôt que de les interrompre, je vous invite à utiliser le clavardage et les documents à l'écran pour aller écrire dessus vos questions, vos commentaires, soulever des préoccupations. Alors, on va commencer avec Madame Saint-Pierre. Alors, Maryse a principalement travaillé depuis qu'elle est REP franc en tutorat avec le personnel de son collège. Alors, je vais la laisser vous décrire la nature et le contexte de ses interventions. Alors, la parole est à toi, Maryse. Merci. Alors d'abord, je voudrais vous dire que je suis bien heureuse de vivre ce premier webinaire avec des visages connus aujourd'hui. Je vais vous expliquer comment, à Trois-Rivières, nous contribuons à l'amélioration de la maîtrise du français des membres du personnel. Alors, lorsqu'un candidat ou une candidate échoue au test à l'embauche, on lui remet une lettre lors de la signature du premier contrat, dans laquelle on l'informe de son obligation de se perfectionner en français. Et on lui demande également de communiquer avec l'animatrice linguistique, moi-même en l'occurrence. On met également une note au contrat et cette note restera au dossier tant et aussi longtemps que la personne sera en processus de perfectionnement. Lors d'une première rencontre avec moi, alors nous précisons les objectifs et nous précisons aussi davantage le diagnostic. Pour ce faire, j'utilise habituellement le test feu vert, alors qui me permet de corroborer les résultats au test à l'embauche, mais aussi je demande à la personne de rédiger un texte d'environ 250 à 300 mots pour essayer de raffiner un peu plus le diagnostic finalement. Et puis après discussion avec la personne, on convient donc d'un plan d'action. Je propose 3 avenues à mes candidats et à mes candidates. Premièrement, la première avenue, ce sont les cours privés, soit avec une personne à l'extérieur du cégep ou à l'université, en fait. Ça pourrait être aussi une formule performant. Donc, voilà, c'est la première avenue. La deuxième, et je dirais que c'est vraiment la plus populaire auprès des membres du personnel, c'est un suivi avec l'animatrice linguistique à raison d'1 heure par semaine durant 14 semaines et ce pour toute la durée du perfectionnement. Donc, qui peut s'étendre évidemment sur plusieurs semestres.
Et la troisième formule qui est proposée, alors c'est une formule qui est en expérimentation depuis l'automne 2014 et c'est en fait une formule hybride où on allie à la fois des cours modulaires à la formation continue du Cégep de Trois-Rivières et un suivi ponctuel avec l'animatrice linguistique. Pour les options 1 et 3, c'est-à-dire les cours à l'université ou les cours modulaires à la formation continue pour lesquels la personne doit débourser un certain montant. Alors, les membres du personnel enseignant peuvent faire une demande au comité de perfectionnement pour un remboursement de ces frais sur présentation d'une preuve de réussite des cours. Évidemment, puisque je suis dégagée pour le tutorat, alors à ce moment-là, le candidat n'a pas d'autres démarches à faire. Le contenu maintenant de nos rencontres en tutorat, donc je vais m'attarder davantage à ce volet-là, puisque c'est celui que je connais le mieux. Alors d'abord, je propose de travailler en séquence d'apprentissage. Alors selon ce qu'on aura ciblé comme besoin, nous allons réapprendre finalement certaines notions de base et ensuite graduellement nous allons avancer en complexifiant un petit peu les exercices et les évaluations. Et à la fin de chacune des étapes, il y a une évaluation. Par la suite, vers la fin du processus de perfectionnement, généralement au dernier semestre, alors c'est le moment de consolider les notions que nous avons révisées ensemble, la personne et moi-même. Donc, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on corrige des copies d'élèves. Je demande à la personne d'apporter ses copies. Également, on travaille à l'amélioration du matériel qui est utilisé en classe ou que ce soit à la rédaction de rapports là, pour d'autres catégories d'emploi ou encore de lettres, etc. Et à la toute fin aussi, j'aime bien faire un survol des possibilités du logiciel Antidote. Alors, nous essayons de voir comment utiliser efficacement ce logiciel de correction et j'essaie de montrer également les limites de cet outil puisque parfois il faut vraiment remettre en question ce qu'on nous propose pour faire les bons choix de correction. Le matériel que j'utilise, alors, il est assez varié. D'une part, j'utilise une banque d'exercices papier que nous avons ici au CARL, au Centre d'apprentissage et de ressources linguistiques. Nous avons théorie, exercice et corrigé que les candidates peuvent utiliser. J'exploite aussi beaucoup les ressources web du CCDMD. Entre autres, les exercices interactifs ou encore le matériel qu'on retrouve dans les parcours guidés, comme accord-désaccord ou que la phrase s'anime, le détecteur de fautes, etc. Et bien sûr, j'utilise le matériel de la personne, alors des courriels qu'elle m'envoie, parfois je les collectionne au fil du temps, les questionnaires aussi d'examen, les consignes de travaux, des rapports, etc. La durée du programme varie selon le candidat ou la candidate. C'est pas tout le monde qui présente les mêmes lacunes, les mêmes besoins. Alors, parfois, c'est un peu plus long pour certaines personnes. Il faut tenir compte aussi, nous tenons compte des congés qui peuvent survenir, par exemple des congés de maternité ou des congés maladie quand même assez courts dans le temps, mais également la lourdeur de la tâche de la personne, souvent nouvellement engagée. Alors, c'est sûr que quand le candidat ou la candidate a 5 cours différents à préparer, est engagé à la dernière minute, a 2 enfants en bas de 3 ans, on ne peut pas demander beaucoup de travail à la maison. Alors à ce moment-là, on travaille 1 heure par semaine ensemble et je juge que nous avançons quand même de façon satisfaisante de cette façon. L'idée, c'est de ne pas perdre le fil finalement et de rester toujours en contact avec le français.
Quelle que soit la formule, mais je voudrais juste revenir sur un fait. En fait, en moyenne, j'ai remarqué ou j'ai noté que le tutorat individualisé s'étend sur 5 semestres. Parfois, c'est un petit peu plus rapide quand les gens font beaucoup de travail à la maison. Parfois, c'est un petit peu plus long quand ils ont moins le temps de s'avancer dans leurs travaux. Maintenant, quelle que soit la formule adoptée, c'est l'animatrice linguistique qui détermine avec le candidat ou la candidate que les objectifs sont atteints suite à la passation et à la réussite d'un deuxième test feu vert. Et à ce moment-là, je rédige une lettre qui atteste la fin du cheminement et j'envoie cette lettre aux ressources humaines qui enlèvent la note au dossier. En conclusion, je voudrais vous parler de l'appréciation que nous faisons de ce programme de tutorat. Alors, de façon générale, les participants sont très satisfaits par cette formule puisque le parcours est personnalisé et que je m'adapte également à leur rythme et aux imprévus. Ce qu'ils aiment beaucoup aussi, c'est que nos rencontres se déroulent durant la journée, pendant les périodes de disponibilité durant la semaine. Donc, ça évite le travail à l'extérieur le soir. Des rencontres le soir, c'est souvent peu souhaitable pour la plupart d'entre eux qui sont vraiment très occupés. Et je dirais que peut-être un autre avantage, c'est qu'on retravaille du matériel qu'ils pourront par la suite utiliser dans leur cours ou dans leur milieu de travail. Alors ça, c'est vraiment important pour eux. Pour ma part, je suis très satisfaite du taux de participation. Donc, en fait, j'ai même une liste d'attente qui me cause, en fait, certains problèmes. Donc, c'est des avantages aussi en même temps. Mais, en fait, les gens sont très contents et participent beaucoup. Et je dirais qu'ils sont très assidus aussi. Ils viennent à leurs rencontres, ils font leurs travaux. Donc, c'est déjà un bon pas de fait dans la bonne voie. Je trouve aussi que c'est efficace comme méthode, puisque je note vraiment une amélioration. Quand je revois des courriels à la fin du parcours, il reste vraiment très peu de fautes, sinon aucune. Et le matériel aussi s'est grandement amélioré. Je pense que l'aspect peut-être le plus positif que je trouve au tutorat individualisé, c'est vraiment le changement d'attitude qu'on réussit à opérer auprès des candidats qui, au départ, ne sont pas toujours très contents d'avoir à effectuer ce perfectionnement-là, mais qui, peu à peu, réalisent l'importance dans leur travail et, en fait, ils voient aussi qu'ils en retirent beaucoup de bénéfices. Puis je dirais même qu'à la fin, et puis même avant la fin du parcours, il y a plusieurs personnes qui me disent que maintenant, ils n'ont plus peur d'écrire au tableau, par exemple. Il y a une personne qui me disait qu'elle n'osait pas écrire pour ne pas faire de fautes, alors que maintenant, elle se sent beaucoup plus à l'aise. Également, il y a des gens qui détestaient corriger les copies d'élèves et puis à la fin, en travaillant au fur et à mesure avec eux, ils se sentent beaucoup plus à l'aise, ils ouvrent les dictionnaires de façon spontanée aussi, alors ce qui est très bien. Peut-être quelques bémols. Alors, j'ai eu deux cas en particulier où deux personnes avaient des difficultés d'apprentissage. Ça m'a pris un petit bout de temps avant de m'en rendre compte, mais finalement, je voyais qu'on piétinait. Comme je ne suis pas formée vraiment pour intervenir dans ces cas-là, là, j'ai dû faire appel à d'autres services, mais quand même, je dirais que c'est parfois difficile avec certaines personnes en raison de cette situation. La liste d'attente me cause évidemment beaucoup de problèmes parce que j'aimerais répondre rapidement à tout le monde. C'est sûr que je vois tout le monde une première fois pour établir un premier contact, puis ensuite je leur dis que je dois les mettre en attente. Je leur donne quand même des exercices à faire et des ressources qu'ils peuvent consulter, entre autres bien sûr les ressources du CCDMV, mais disons que j'aimerais intervenir encore plus rapidement avec ces gens-là. Donc voilà, puis c'est sûr que c'est très énergivore le tutorat, donc ça me donne moins de temps pour travailler à autre chose. C'est pourquoi j'essayais d'expérimenter une autre formule finalement, la fameuse formule hybride dont je parlais un petit peu plus tôt.
Et puis, c'est sûr que le suivi avec les ressources humaines, ça demande vraiment une vigilance constante. On ne veut pas échapper personne, mais généralement, comme je reçois en copie conforme une lettre, la même lettre là, que reçoit le candidat ou la candidate au tout début du processus, alors généralement, je tiens quand même à jour mes dossiers. Et, ça va quand même assez bien de ce côté-là. Bref, je dirais qu'au Cégep ici, nous croyons vraiment qu'il faut soutenir les employés qui éprouvent des difficultés en français en s'adaptant à leur réalité pour qu'ils puissent obtenir des résultats vraiment significatifs, mais aussi de façon durable. Voilà. Maintenant, je vous inviterai donc à poser des questions à Maryse. Et pour ce faire, vous pouvez utiliser votre caméra. Donc, appuyez sur le bouton caméra et appuyez sur le bouton micro pour que nous puissions vous entendre. Est-ce que la présentation de Maryse a soulevé des questions, des interrogations, des commentaires? Oui, alors il y a eu quelques questions. La première nous vient de Sarah-Jeanne Smith qui avait une question en lien avec la note au contrat. Et donc, Sarah-Jeanne se demandait que dit cette note au contrat. Je ne sais pas si Madame Saint-Pierre veut répondre maintenant et j'enchaînerai par la suite avec les autres questions. Ce sera peut-être plus facile. En fait, je pense que je peux répondre au fur et à mesure. Je crois que c'est effectivement plus simple comme ça. Alors, je n'ai pas le texte intégral là, de cette fameuse note au contrat. Par contre, on dit que le candidat a l'obligation de se perfectionner et que ça pourrait retarder l'accès à la permanence. On n'a jamais eu vraiment à sévir, je dirais, de ce côté-là, mais c'est quand même la note qui est au dossier, grosso modo. D'accord, alors je poursuis. Sarah-Jeanne avait une autre question, puis elle pourra toujours nous dire si elle a obtenu la réponse à la question la première question qu'elle posait. En deuxième lieu, elle nous demandait combien de personnes il y avait en tutorat par semaine environ. C'est assez variable. J'ai eu des semestres vraiment très, très occupés où j'avais jusqu'à 18 personnes, mais certaines personnes en fin de parcours étaient rencontrées aux 2 semaines. Alors, bon, ça demandait un peu de gestion, mais quand même, ça allégeait un peu l'horaire. En ce moment, j'en ai 15 et je dirais que c'est vraiment l'idéal parce que j'ai beaucoup d'autres tâches aussi comme animatrice linguistique, responsable de la politique du français. Bref, selon la libération dont je dispose, je ne pourrais pas en prendre plus que ça. Je l'ai déjà fait et c'était très épuisant, alors j'ai convenu de réduire un peu. Donc, à 15 personnes, c'est l'idéal. D'accord. Il y avait également Hélène Crochemort qui demandait si le test feu vert était un test maison et je crois qu'elle a obtenu une réponse. Hein. La réponse est oui, c'est bien ça? En fait, j'ai pas l'impression que c'est un test maison. Le test feu vert, c'est un test que l'animatrice linguistique en poste avant moi utilisait. J'ai l'impression que c'était par le CCDMD ou je ne sais trop. Il y avait quelqu'un du CCDMD, Dominique, peut-être pourrait répondre, mais j'ai l'impression que c'était la provenance là, de cet outil. D'accord. Et il y a enfin Marie-France Gélina qui demande de quel dégagement Madame Saint-Pierre dispose-t-elle? Alors, 50% de ma tâche est allouée au tutorat. Et depuis 2011, on a ajouté un autre 25%, mais pour l'amélioration du français. Je crois que à la fin de l'an prochain, je ne bénéficierai plus de cet ajout de libération, donc ce serait 50%. D'accord. Marie Duclos, maintenant, demande s'il y a des employés des services administratifs parmi vos tutorés. Oui, tout à fait. Et il y a même des directeurs aussi de certains services au collège. Donc, il y a du personnel de soutien, des secrétaires. J'ai également certaines personnes, certains enseignants de la formation continue ou des conseillers pédagogiques aussi. Bref, toute catégorie d'emploi finalement. Mais la priorité est quand même accordée aux enseignants et aux enseignantes, puisqu'ils interviennent directement avec les élèves.
Alors voilà, c'est tout pour moi. Je vois qu'il y a autre chose, Colette, qui est apparue également là, sur le tableau blanc. Oui, Je te repasse OK. la parole. OK. Je vais prendre d'abord, je vais faire le tableau blanc. On va aller voir, il y a des mains levées. Alors, je vais m'occuper des mains levées aussi. Et puis, tu pourras retourner au clavardage. Anne, il est arrivé autre chose dans le clavardage. Il y avait comme main levée Madame Brunet. Est-ce que, Madame Brunet, vous voulez poser votre question? Je veux savoir quelle fonction qu'elle occupe au Cégep de Trois-Rivières. Est-ce qu'elle est professionnelle ou enseignante pour être conseillère linguistique là, dans ce domaine? OK. C'est bon. Alors, je suis enseignante au département de littérature et communication et auparavant, je m'occupais du tutorat au centre d'aide, donc j'encadrais des élèves, mais maintenant, j'ai remplacé l'animatrice linguistique qui était en poste avant moi. D'accord. Au tableau, nous avons trois questions. Cégep de Bécomo, il y a un petit crochet. Est-ce que ça voulait dire qu'on a répondu? Mais j'aimerais entendre la réponse de Maryse. Est-ce que vous considérez que 12 mois pour réussir le test de reprise est réaliste? Personnellement, je crois que ce n'est pas vraiment réaliste selon, en fait, la situation de chaque candidat, selon le degré, en fait, selon les lacunes qu'on observe aussi. Moi, je pense que pour faire un apprentissage en profondeur, il faut prendre le temps de le faire. Et puis, ça dépend, si on veut du bachotage, on peut peut-être s'organiser pour que le candidat réussisse. Mais je pense que si on veut des changements à long terme, il faut prendre le temps. Et 12 mois, ça me paraît court, mais ça dépend toujours c'est ça, des difficultés de la personne. D'accord. Deuxième question, est-ce que la référent responsable du tutorat est soumise formellement à une clause de confidentialité de la part des ressources humaines? Si par formellement, vous voulez dire si j'ai signé des documents à ce sujet-là, non, j'en ai pas soumis, mais c'est en fait implicite, en fait. La confidentialité est de mise dans ce genre de poste-là, et c'est ce que je m'efforce toujours de respecter. Si je peux compléter, même si Maryse écrit des rapports, il n'y a aucun nom qui apparaît dans les rapports. Ça reste toujours confidentiel. Merci. Il y avait une dernière. Ah, ici, Dominique nous a donné la référence pour le test feu vert, qui est, je pense, l'ancêtre des diagnostics qui sont actuellement en ligne. L'intérêt que j'y voyais, c'est qu'il y avait non seulement un test général sur 13 chapitres, bien qu'il ne soit pas orthographe rectifié, mais il y a aussi des tests spécifiques pour chacun des 13 chapitres de la grammaire. Une dernière question. Quel est le sujet du texte à rédiger? Le premier, le deuxième? Alors, le premier texte diagnostic, en fait, je demande, comme je ne connais pas le candidat vraiment ou la candidate, je leur demande de me présenter leur parcours professionnel. Alors, c'est quand même un sujet qu'ils maîtrisent bien et qui me permet quand même de bien évaluer leur maîtrise du français. En fait, c'est un texte qui est plutôt explicatif. Et au fil du semestre, en fait, je travaille avec des documents qu'ils ont déjà rédigés. Alors, je leur demande pas, à moins qu'avec un candidat, on travaille vraiment la rédaction là, de façon plus assidue, mais je leur demande pas de me rédiger d'autres textes, mais de m'apporter ce qu'ils font au quotidien. Alors moi, j'ai pas autre question. On pourra y revenir plus tard si on veut respecter notre ordre du jour. Je pense qu'au clavardage non plus, les choses sont apparues à l'écran. Anne, c'est bien ça? Bon, je pense que oui. C'est bien ça. C'est bien ça. Merci. Je voudrais remercier Maryse et nous allons maintenant passer à Nancy Desjardins. Alors, Nancy, elle, pour résoudre son problème de personnes à aider, elle a créé des cours sur le web. Alors, je la laisse vous parler de son travail. Merci Colette. Bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir de vous présenter aujourd'hui le perfectionnement qui est offert au Cégep de Saint-Jérôme. Oui, merci. Donc, le test de français à Saint-Jérôme, ce sont tous les employés qui sont embauchés au collège qui doivent le faire. Et le perfectionnement est offert
à tous les employés qui n'ont pas réussi ce test-là à l'embauche. Les employés reçoivent de la part des ressources humaines une lettre qui leur indique, dans le cas des enseignants, qui leur indique qu'ils ont 2 sessions pour reprendre le test de français, sans quoi leur priorité d'emploi leur sera retirée. On les invite aussi à entrer en contact avec la personne responsable de la valorisation de la langue, moi, pour obtenir de l'aide pour se préparer à la reprise du test. Le perfectionnement est aussi offert à tous les employés déjà à l'embauche qui souhaitent s'améliorer en français. La participation au perfectionnement est volontaire seulement, mais disons qu'avec l'obligation de réussir le test à la 2e session à partir du moment où on est à l'embauche, c'est un incitatif assez fort, disons. Et ça fonctionne bien, disons. À Saint-Jérôme, on offre un perfectionnement depuis 7 ou 8 ans, je dirais. Là, on a commencé le projet de valorisation de la langue il y a quand même longtemps. On a expérimenté plusieurs formules, des rencontres individuelles, des formations de groupe. On s'est vraiment... c'est surtout moi qui ai été présente à ce moment-là. J'ai testé plusieurs formules et pendant longtemps, j'en étais venue à la conclusion que les rencontres individuelles étaient préférables à plusieurs autres types d'activités. Mais je dois dire qu'on est un cégep qui est passé en quelques années de 2300 élèves à environ 5000 élèves. Donc, même chose pour les employés. Je ne sais pas, peut-être 250 employés à plus de 500 maintenant. Donc, la tâche de la personne, de ma tâche, était un peu comme Maryse le disait tout à l'heure, consistait presque exclusivement à des rencontres individuelles. Au départ, pendant plusieurs sessions, j'ai eu une libération pendant plusieurs années de 1 ETC. Et il y a 3, 4, 5 ans peut-être, je me suis dit, on n'y arrivera jamais. Je vais passer ma vie à avoir 1 ETC de libération et à faire des rencontres individuelles. J'aurai jamais le temps de faire autre chose que ça. Et on sait que la tâche des REP-France, ça consiste à bien d'autres choses. Donc, au même moment, la formation continue voulait créer un cours de français en ligne parce qu'il recevait plusieurs demandes. Donc, j'ai commencé à concevoir un cours en ligne qui allait être vendu par notre collège, par la formation continue de notre collège, mais on avait, dès le départ, on s'était entendu pour que, je perds mes écouteurs, pour que ce cours-là soit offert gratuitement à tous les employés du collège. Donc, depuis l'automne passé, ça m'a pris beaucoup de temps. Depuis l'automne passé, on offre une formation hybride à Saint-Jérôme qui est un mélange de rencontres individuelles et le cours en ligne. Donc, pendant les rencontres individuelles, il y a une première rencontre, un diagnostic. Je rencontre les nouveaux employés qui ont reçu la lettre des ressources humaines, qui sont un peu sous choc. Je leur explique de quoi il s'agit, quelles seront les prochaines étapes. On fait ensemble un premier diagnostic. Donc, on précise le travail qu'il va y avoir à faire au cours des 2 prochaines sessions où la personne sera à l'embauche. Et c'est aussi pour moi une bonne manière d'évaluer le travail que j'aurai à faire avec la personne qui est en face de moi. Est-ce que c'est une personne qui a de grandes difficultés? Est-ce qu'on devra faire le cours en ligne et des rencontres individuelles chaque semaine pendant 2 sessions? Ou est-ce que c'est une personne qui réussit quand même assez bien et pour qui le cours en ligne pourrait être suffisant? Donc, ça me permet d'établir des priorités pour chacun des enseignants ou des employés qui n'ont pas réussi le premier test.
Donc, les rencontres individuelles, ça ressemble beaucoup à ce que Maryse fait, diagnostic, ensuite des rencontres qui vont servir à expliquer des notions grammaticales qui sont moins bien comprises, donner des exercices, présenter les outils, par exemple ceux du CCDMD, réviser des documents que les enseignants produisent en classe, des diaporamas. Ça peut vraiment aller, c'est très souple comme le contenu des rencontres, ça peut varier d'une personne à l'autre. Et à la première rencontre, je leur explique qu'il y a un cours en ligne qui sont invités à faire. Ce cours en ligne-là est constitué lui aussi d'un diagnostic. Donc, il y a une évaluation pré-formation que les employés peuvent aller faire pour savoir, le cours est constitué de 10 modules différents. Donc, pour savoir où sont les plus grandes difficultés dans les 10 modules, s'ils devraient les faire tous ou en faire certains. Le cours en ligne, donc c'est des explications grammaticales, il y a de l'audio, c'est quelque chose qui est assez, plusieurs animations, facile à consulter, et il y a beaucoup d'exercices en ligne et il y a des exercices qu'on peut télécharger et imprimer. À la fin du cours, il y a aussi une évaluation finale pour la personne qui a suivi le cours pour voir où elle en est rendue une fois qu'elle a fait le cours. Évidemment, pendant que la personne fait le cours, elle est toujours libre de prendre rendez-vous avec moi pour avoir une rencontre individuelle, pour obtenir plus d'informations dans le cas où certaines notions ne sont pas tout à fait claires. À la page suivante, je vous ai mis quelques captures d'écran du cours en ligne. Ici, vous voyez en fait les 10 modules qui sont offerts, donc 2 modules sur les classes de mots, la conjugaison, la ponctuation, quelques caprices de la langue, les homophones, les participes passés, les règles d'accord, les rôles syntaxiques et la correction de documents. Donc, voilà, et tous les participants, et si on peut revenir juste à la page précédente, tous les participants peuvent voir quel est l'état d'avancement dans le cours en ligne, le statut, est-ce qu'ils ont commencé, est-ce qu'ils ont terminé, s'ils ont fait des tests, ça leur permet vraiment de se situer. Et nous aussi, on a accès au cours en ligne, on peut faire le suivi de toutes les personnes qui sont inscrites au cours pour voir où elles en sont, est-ce que ça va bien. Donc, on peut voir la progression des gens inscrits au cours aussi. Peut-être rapidement les prochaines pages. Donc, je vous ai mis un exemple de question d'évaluation pré-formation. Donc, il y a une évaluation pré-formation pour chacun des 10 modules, donc sur les homophones ici. Les exercices, les questions sont variées. Il peut y avoir de l'appariement, des choix de réponse, des développements courts. Il y a aussi des dictées. C'est vraiment varié. À la page suivante, donc un exemple de leçon sur la ponctuation. Évidemment, là, vous avez un écran où les choses sont fixes, mais tout ça apparaît tranquillement. Il y a de la narration, donc il y a de l'audio. Donc, ça rend l'expérience, même si c'est un cours en ligne, un peu plus vivante. Un autre exemple de leçon, les pièges à éviter dans l'accord du verbe, les mots écrans. Je voulais vraiment vous donner une idée. Un exemple d'exercice, donc il y a des dictées, la personne qui fait le cours écoute la phrase et la note, puis elle obtient tout de suite la réponse. Et finalement, j'ai mis un exemple de question d'évaluation finale parmi les phrases suivantes, laquelle est grammaticalement correcte. Évidemment, c'est des choses que les étudiants ont vues pendant le cours en ligne. Le lieu de formation, évidemment, les rencontres individuelles ont lieu au collège pendant la semaine de travail, mais le cours en ligne est accessible, bien sûr, en tout temps, ce qui est un grand avantage parce que ici, on a un collège où il y a à peu près 40% de programmes techniques, ce qui veut dire qu'on a plusieurs enseignants qui sont en stage, qui sont
pas nécessairement sur place ou qui ont des horaires atypiques. Donc, le cours en ligne leur permet d'en faire un bon bout individuellement, puis de se déplacer au collège en cas de besoin, mais ça permet vraiment plus de flexibilité. C'est le Repran qui est responsable des rencontres individuelles. Le cours en ligne, disons que ça se fait assez facilement. La gestion de ça, on a une banque de mots de passe puis de codes d'utilisateurs qu'on remet aux personnes qui veulent s'inscrire. Ça se gère presque tout seul. La formation est gratuite, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour tous les employés du collège. C'est une entente qu'on a négociée avec le fournisseur de la plateforme du cours. Mais je sais que Humanis, qui est le gestionnaire du cours, offre des prix forfaitaires pour un collège, par exemple, qui voudrait avoir 25 ou 50 accès au cours en ligne. Ça peut se négocier à la pièce. Et après les 2 sessions, dans certains cas, il y a des enseignants qui vont avoir, comme je vous disais, besoin d'une seule session. Ils se débrouillent relativement bien en français. Ils avaient besoin de revoir certaines notions, mais ça va bien. Donc, après 1 ou 2 sessions d'aide, les employés font un dernier test formatif s'ils le souhaitent pour être bien certains qu'ils sont prêts à aller reprendre le vrai test. Et voilà, ils repassent le test. Ceux qui le souhaitent sont invités à poursuivre les activités de perfectionnement. Donc, ils peuvent continuer à venir me voir pour corriger des documents. Souvent, je reçois des courriels de professeurs que j'ai aidés qui me demandent oh, je suis en train de corriger, est-ce que c'est bien ça? Comme le disait Maryse, les rencontres individuelles, moi je les sacrifierais pas parce que c'est vraiment une occasion, une bonne occasion d'entrer en contact avec des gens qui sont des fois un peu rébarbatifs, puis de s'en faire des alliés. Moi maintenant, je sais, si j'ai un projet en français, j'ai des alliés dans tous les départements, puis c'est facile de compter sur ces gens-là parce que ils sont vendus à notre cause maintenant. C'est vrai. Donc, l'appréciation des services offerts, ça fait depuis l'automne passé seulement qu'on fait la formule hybride. Je vous dirais que c'est très efficace, très bon taux de participation. Je ne pourrais pas le chiffrer, je n'ai pas de stats, mais les gens participent beaucoup. Un excellent taux de réussite lors de la reprise de l'examen. C'était le cas quand on avait les rencontres individuelles seulement, mais ça reste très bon avec le cours en ligne. Donc, je ne crois pas que ça ait eu une influence négative sur la réussite du test à l'embauche. Je dois peut-être préciser, ce que j'ai oublié de dire, c'est que dès l'embauche des candidats, les gens qui auraient obtenu un résultat trop faible au test de français à l'embauche, dans certains cas, ils vont se voir refuser l'emploi. Donc, on écarte des candidats qui sont jugés beaucoup trop faibles. Donc, dans notre cas, c'est rare qu'on a des gens qui ont des lacunes très, 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 très importantes. Ça peut peut-être faire une différence avec d'autres collèges. Comme je le disais, le cours en ligne permet beaucoup de flexibilité pour les gens qui le suivent, mais aussi pour moi. J'ai enfin du temps pour réfléchir à d'autres projets, pour travailler à d'autres projets, parce qu'avant, c'était presque impossible. Des obstacles. Le principal, je vous dirais, c'est que créer un cours en ligne, c'est un travail laborieux. Ça m'a pris 4 ans. Donc, voilà. Je souhaite bonne chance à quiconque se lancera un jour dans cette aventure-là. Comme je le disais, je pense que les gens sont très satisfaits de la nouvelle formule. Moi, je reçois beaucoup de commentaires positifs et beaucoup d'employés écrivent aussi aux ressources humaines pour les remercier de cet accompagnement-là qui est offert. Donc, je pense que ça fait le tour. Merci Nancy. Très inspirant comme expérience. Est-ce que vous avez des questions? Nouveau tableau blanc pour les questions. Il y en a une dans le clavardage, Anne. Est-ce que tu peux nous en faire état?
Oui, la question vient de Madame Véronique Fauché qui demande combien de temps il faut pour faire chacun des modules de la formation en ligne. C'est une bonne question. C'est un peu difficile à évaluer parce qu'évidemment, tout dépend du rythme d'apprentissage de la personne qui suit le cours, mais on a évalué que le cours en tant que tel, ça pouvait prendre 20 heures à faire le cours, mais il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'exercices supplémentaires, d'exercices imprimables avec des corrigés. Donc, je pourrais difficilement évaluer, mais au-delà de 20 heures, bien sûr. Alors, il y a des questions maintenant qui apparaissent à l'écran. Est-ce que certains collèges ont expérimenté orthodidacte ou projet Voltaire? Je pense pas que ce soit une question qui s'adresse à moi directement. Non, on pourrait y revenir plus tard. Pensez-y ou essayez de nous envoyer la réponse par clavardage. Est-ce que les employés sont libérés pour les rencontres individuelles? Non, ils doivent prévoir des rencontres pendant leur période de disponibilité au collège. Ici, la politique, c'est que les enseignants sont en moyenne sur place 25 heures par semaine, incluant les heures d'enseignement, mais pendant les périodes de disponibilité, c'est à ce moment-là que les rencontres se font habituellement. D'accord. Marie, je pense que c'est le même cas chez vous. Oui, en effet. Donc, j'avais désactivé mon micro, désolé. Mais oui, effectivement, c'est pendant le temps des périodes libres durant la semaine. Et pour les autres catégories d'emploi, comment ça se passe, Nancy? De la même façon. De la même façon, c'est pendant leur heure de disponibilité? Ou sinon, tout dépend de la catégorie d'emploi, là, mais ils doivent prendre entente avec leur supérieur immédiat. Mais souvent, oui, le supérieur va accepter qu'il y ait un moment de libéré. Et il y en a certains qui vont venir me rencontrer pendant leur heure de dîner ou après le travail, entre 4 heures et 5 heures. Là, ça dépend vraiment des catégories d'emploi. OK. On dit bravo pour le cours en ligne. Est-il achetable, transférable? Je pense qu'on a donné la réponse tantôt à Nancy, à savoir que Oui. il y a un montant forfaitaire. Est-ce que tu pourras nous fournir les coordonnées pour joindre votre fournisseur, s'il te plaît? Je pourrais faire ça et je sais qu'il devrait y avoir, ça devait être fait, mais ça ne l'est pas encore, mais il y a je pourrais envoyer un lien où les gens vont pouvoir aller tester le cours. Là, il y a une petite portion du cours qui est accessible au grand public. Donc, si vous voulez voir vraiment comment ça se passe, vous allez pouvoir simuler, accéder à certains modules, puis à des évaluations pour voir vraiment l'expérience du cours en ligne. OK. L'autre question qu'il y a sur le tableau blanc concerne l'aspect légal, donc le suivi administratif. J'aimerais mieux que nous la reportions à la fin si nous avons le temps. Et j'aimerais, Anne, que tu retiennes la question concernant orthodidacte et projet Voltaire là, dans ce tableau-là pour que nous puissions y revenir plus tard. Je crois que dans le clavardage, Jean-Philippe pose une question aussi, au moins une. Oui, Jean-Philippe, attendez, je vais remonter un peu. Il demande s'il s'agit seulement... Bon, doit-on comprendre que le test d'embauche et le test de reprise se passent exclusivement sur la plateforme conçue en collaboration avec la formation continue? C'est sa première question. Je peux y répondre. Non, oui. Le test d'embauche se fait avec les ressources humaines, c'est un test papier et le test de reprise aussi, c'est un test papier. Mais par contre, les gens qui font le cours en ligne ont un genre de diagnostic avant de commencer le test. Donc, ils font pour eux-mêmes, leur propre bénéfice, un test de pré-formation et à la fin du cours, une évaluation post-formation. Mais c'est pas ce qui compte. C'est vraiment dans le cadre de leur formation. Mais tout le reste se fait format papier aux ressources humaines. OK. Et il demande également s'il s'agit seulement de questions linguistiques décontextualisées. Oui, décontextualisées. On essaie de garder un contexte quand même de travail dans un collège, mais oui.
La portion rédaction, évidemment, et correction de documents, ça se fait pendant les rencontres individuelles. Je ne vois pas d'autres questions ni de main levée. Étant donné que l'heure file, je remercierai beaucoup à Nancy et je demanderai maintenant à Elisabeth de pouvoir faire sa présentation. Elisabeth, c'est elle qui a opté pour le cours crédité par Performa. Oui. On m'a donné un mandat de créer un CAF pour les enseignants. Alors, à l'époque, il n'était pas question encore de tests de français à l'embauche. On savait que beaucoup d'enseignants déjà en poste avec des difficultés. Alors, on m'a donné ce mandat-là de créer un CAF pour le personnel enseignant. Alors, au départ, ça s'est appelé CAF Prof. CAF Prof j'avais un cadeau entre les mains, c'était un beau projet, mais je ne savais qu'en faire. J'ai réfléchi pour me dire qu'il faudrait peut-être, pour atteindre les gens, vraiment les joindre partout dans leur moment de liberté, créer un cours qui serait offert en ligne et qui leur permettrait de le faire à toute heure. Parce que chez nous, on a essayé différentes formules, notamment les cours en présence en classe, ça n'avait pas fonctionné. Alors j'ai développé ces cours-là, un à la fois, il y en a 3 en tout. On y est allé avec du matériel qui existait déjà au CAF régulier, au CAF pour les étudiants. Donc, je l'ai adapté pour préparer un premier cours qui a été déposé sur la communauté du collège. C'était pas encore un cours Performa à l'époque. C'est un cours qui s'offrait pour le personnel. Donc, on pouvait aller voguer là-dedans et faire quelques exercices. Mais la fréquentation a diminué très rapidement. On s'est rendu compte que ça donnait peu de résultats. Alors, on a créé... j'ai fait des approches avec la conseillère pédagogique à la recherche et puis au perfectionnement. Et puis, on a fait des approches auprès de l'Université de Sherbrooke pour que les cours soient crédités par Performa. Ces cours s'inscrivent dans le cursus de formation des maîtres. Donc, ils vont pouvoir recueillir ces crédits-là et les accumuler dans le but d'obtenir un certificat. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que je n'ai pas beaucoup travaillé avec les gens très faibles, là, les nouveaux embauchés qui ont échoué au test. Je l'ai très peu fait. Je commence à peine depuis, je dirais, l'automne 2013, l'hiver 2014. Mais ce que j'ai fait, la façon la plus générale, c'est de la formation pour les enseignants déjà en poste qui sont un peu passés à travers les mailles du filet, qui n'ont jamais vraiment fait de test de français à l'embauche ou qui ont fait un test qui était tellement difficile que tout le monde échouait à 20, 25, 30%. C'était un test fait pour vraiment avec des difficultés, des exceptions. Et c'est ça, donc ils sont passés à travers les mailles du filet, ils ont commencé à travailler, accumuler 5 ans, 6 ans, 10 ans d'ancienneté. Alors quand mes cours sont arrivés, mais ça a intéressé beaucoup de gens. Et là, j'ai eu des inscriptions massives, des groupes de 15, 20, 25 personnes qui étaient intéressées à suivre ces formations. Parce que c'est alléchant de pouvoir accumuler des crédits pour obtenir plus rapidement, je dirais, les certificats convoités. Mais je dois dire que c'était des gens motivés, puis c'est des gens qui ne figurent pas dans la cible véritable. C'est-à-dire, c'était pas des gens qui avaient des difficultés, qui les amenaient à avoir des problèmes d'intégration ou avoir des difficultés en classe. C'est des gens qui s'estimaient plus ou moins bons, ça c'était leur propre perception, et qui voulaient vraiment s'améliorer. Donc, j'ai travaillé beaucoup avec ces gens-là. Depuis le juin 2013, donc l'automne 2013, là, je commence à avoir faire du suivi auprès de gens qui échouent au test. Mais encore là, il n'y en a pas eu beaucoup. Je ne sais pas si c'est la vague de candidats des derniers mois, des dernières années, des 2 dernières années qui était meilleure, ce qui serait à souhaiter puis pas mal apprécié. Donc, j'ai eu 1 ou 2 cas comme ça de personnes qui ont échoué. Et là, pour vous dire comment on fonctionne, après la passation du test, il y a la production d'un rapport, un rapport d'analyse du résultat. Vous l'avez sous les yeux. D'ailleurs, j'ai préparé tout. Ce sont des données fictives. J'ai inventé là. Donc, d'un candidat qui obtient la note de 52% au test. Le test, pour vous rappeler, parce que j'en avais parlé en septembre à la rencontre des REP-Francs, c'est un test en ligne sur Moodle qui vérifie des connaissances de base. Et donc,
ici, la note de 52 fait en sorte qu'on reçoit un message recommandant donc au candidat de suivre une formation ou un processus, amorcer un processus d'amélioration du français, parce que ça pourrait très bien être autre chose qu'un cours. Ça pourrait être un suivi individualisé, ça va dépendre des besoins. Donc les gens sont obligés de m'appeler, vraiment, là, on recommande fortement de me contacter, de prendre rendez-vous. Et lors du premier rendez-vous, on regarde le test sur Moodle, donc le test en ligne, on reprend les questions, puis on essaie de faire de peser le pour et le contre, de voir les points faibles et les points forts. Il faut aussi montrer les points forts. Et là, on établit un plan d'aide en français. Très souvent, ils s'inscrivent au cours de révision linguistique, mais parfois, je dois faire, je dirais, amener mon candidat à réfléchir, à se dire, c'est Marie tout à l'heure qui disait bien souvent avec les jeunes familles, des gens qui ont des responsabilités énormes, on leur donne 4 ou 5 cours nouveaux à préparer. Moi, j'avais pas le cœur de les inscrire à un cours qui demande donc d'abord, il faut être motivé parce qu'il y a des travaux à remettre et des engagements. Il faut réussir le cours pour avoir les crédits universitaires. Donc, j'avais pas le cœur de les engager dans ces cours-là. Et on a reporté ça à une autre session au moment où peut-être là, il y aura plus d'air pour ces gens-là, une respiration plus libre. Mais à ce moment-là, je les accompagne d'abord et avant tout pour les aider dans la rédaction des plans de cours, des notes de cours, la vérification des présentations, les PowerPoint, tout ce qui est présenté devant les étudiants. Donc, minimalement, c'est ça. Et ça nous amène donc bien sûr à réviser certaines règles ponctuelles donc par rapport au contenu des textes qu'on me présente. Je vous en parlerai peu parce que j'ai suivi une candidate jusqu'à maintenant. Mon travail, c'est vraiment, ça a été vraiment de suivre des gens qui veulent entamer un processus d'amélioration et faire la série de cours parce qu'il y en a 3. Il n'y a aucun préalable. Les 3 cours ont été faits, je dirais, de façon spontanée, on s'est dit on va partir du matériel qu'on possède, on va faire un premier cours qui fait une révision grammaticale de l'accord du participe passé. C'est vraiment la thématique. Ça dure 15 semaines et on y va. On fait des exercices. On pourrait peut-être changer la diapositive. Puis on irait voir donc des exemples provenant du cours. Alors, le premier cours de révision sur les participes passés. Le deuxième fait une révision sur des difficultés grammaticales, les homophones les plus courants. Et là, vous avez une image représentant le 3e cours, le plus récent de tous, qui porte sur la correction linguistique des travaux d'élèves. Au fil du temps, je me suis dit, oui, on révise ce qu'on appelle les petites bêtes noires, l'accord du participe passé, puis les confusions homophoniques, c'est très fréquent. Mais je voulais faire une œuvre qui allait aider les enseignants dans le travail de correction. Et on sait que, bien entendu, dans les matières autres que le français, la correction, parfois, c'est pénible. Parfois, on a peur de mettre des erreurs là où il n'y en a pas. Les gens sont très inconfortables devant l'application du fameux 10% de la PIEA. Donc, je vais construire un cours qui va les amener à réviser ça et faire des pratiques de correction de texte. Alors ici, vous avez la page d'introduction du cours de correction linguistique des travaux d'élèves. Est-ce qu'on peut descendre un tout petit peu? L'image est bloquée là. Peut-être passer à la suivante. OK. Celle ici, tout simplement, c'est que je leur présente la grille de correction qui a été élaborée par le CCDMD. J'en ai fait tout simplement un résumé dans un format imprimable. Donc, on apprend le code de correction assez rapidement parce que c'est un code qui permet d'identifier la nature des fautes, donc qui guide l'étudiant. On peut passer à la suivante. Alors ici, vous avez un exemple d'un exercice de correction. En fait, c'est un test diagnostique qui se fait dès la première semaine au début du cours. Je leur demande d'essayer de faire des petites corrections des passages. Alors ici, c'est un MIO. Vous connaissez MIO? C'est la messagerie interne d'Omnivox. Et je reprends donc je structure les cours, je prépare tous les exercices. C'est des exercices originaux. Il n'y a rien de pris dans les livres ou les cahiers d'exercices existants. Alors, c'est un MIO, un vrai MIO d'un étudiant. Je garde parfois des beaux morceaux comme ça. C'est un MIO que je reprends tout simplement. Alors, vous avez le texte en entier, puis par la suite, le texte est décliné donc en France, puis
je leur donne une chance au début, je mets les erreurs en rouge et je leur demande d'appliquer le code de correction. Vous voyez donc, par menu déroulant, on a coché ici et puis là on a le menu. Est-ce une erreur de syntaxe, d'orthographe grammaticale, de vocabulaire, de ponctuation, d'orthographe lexicale et on fait un choix. Et l'exercice, à la fin, est auto-corrigé, puis là ils peuvent avoir un résultat. Beaucoup sont étonnés de se dire « Oups, je pensais pas que c'était complexe comme ça d'identifier la nature des erreurs, parce que très souvent, ce qu'ils font, ce n'est que souligner ou faire des crochets dans la marge. » Mais là, la démarche étant d'identifier, faire une petite analyse néanmoins du contexte de l'erreur pour en appliquer le bon code. Je poursuivrai avec la prochaine diapositive. Autre activité à l'intérieur de ce cours, qui s'appelle Correction linguistique des travaux d'élèves, que j'ai divisé. Le même cours se décline en deux versions. Une première version pour les gens qui sont au certificat, avec des exigences particulières de performance, donc des travaux, la quantité la somme de travail demandée, diffère pour un cours du certificat et un cours du DE. Le DE, c'est un diplôme de niveau de deuxième cycle. Alors, les travaux diffèrent. Ça, c'est un exemple d'un forum de réflexion sur la valorisation du français, forum que je fais dans les deux types de cours, c'est-à-dire dans les deux variantes du cours, mais je ne demande pas, je vais pas jusqu'au même point avec les deux. Alors, pour le certificat, je leur demande une réflexion par rapport à l'application du code de correction, mais ceux qui sont à la maîtrise, je leur demande de faire une réflexion, dans le fond, comment ils appliquent le code, quelles sont leurs réserves dans leur département, est-ce que c'est appliqué, est-ce qu'ils en parlent entre eux en département. Donc ça ici, c'est un travail de réflexion sur la valorisation du français, puis il y en a comme ça, peut-être aux 2 semaines, là, je donne généralement 2 semaines pour réaliser l'exercice, mais j'ajoute des questions dans les forums pour discuter avec eux, et ça fait l'objet d'ailleurs d'une évaluation sommative à la fin, là. Je passerai à la prochaine diapositive. Alors, un peu plus loin dans le cours, 7e semaine, ici, j'ai un menu avec des liens. Alors, je vais cliquer. Normalement, on devait le voir. Là, on est un petit peu court, là, mais il y a un lien sur lequel on cliquait. C'est pour voir la nature d'un autre type d'exercice, c'est-à-dire des textes qui sont en ligne, des textes que l'on peut reprendre, coller dans une fenêtre et puis faire la correction. Donc, vous voyez ici, sur la présentation de la semaine 7, j'écris un message de bienvenue, je les accueille. J'essaie de jouer le même rôle, au fond, qu'un enseignant dans sa classe. Ça se déroule semaine après semaine, ce qui fait que moi, je livre le contenu une semaine à la fois. Ils n'ont pas devant leurs yeux les 15 semaines. La semaine 1, puis à partir de la date, mettons, généralement c'est le jeudi, je livre la semaine suivante. Et ils peuvent fonctionner comme ça de manière progressive. Donc, je les invite, c'est ça, je leur dis un peu le menu qu'ils auront à travailler durant la semaine et les invite bien sûr à me contacter en cas de besoin, parce que je demeure leur animatrice et il y a une relation maître-élève qui s'installe. Je vous amènerai à faire l'exercice qui était pointé par ma flèche rouge, là, si vous voulez bien changer la diapositive. Voilà. Donc, c'est un exercice de correction en ligne qui vise, je leur mets des cibles de correction, je leur demandais ici dans le fond, et encore là, c'est un texte d'élève, un véritable texte d'élève. Une rédaction, c'était, je crois que c'était une dissertation sur un conte qui s'appelle La bête à grand queue. Et il y avait beaucoup d'erreurs orthographiques, erreurs grammaticales dans ce texte-là. Alors, la cible, c'est d'identifier les erreurs grammaticales et d'appliquer les codes. Alors, comment fonctionne l'exercice texte en ligne? Eh bien, on vient faire un copier-coller, c'est pour ça que le texte apparaît en bleu. Un copier-coller que l'on amène dans une fenêtre qui se trouve plus bas sur l'image. Et là, on peut procéder à la correction, et là, c'est transmis, on fait enregistrer, et c'est transmis à l'enseignant. Donc, moi, je reçois le travail en ligne. Les gens n'ont pas besoin de se déplacer pour venir me porter les travaux. Tout ça, et bien entendu, je vais le corriger, celui-là, là, il ne se corrige pas automatiquement. Mais c'est ça. Donc, je fais un retour avec ça. Je leur remets leur correction avec des annotations. Je suis munie, je ne sais pas si vous voyez, j'ai un petit crayon ici. J'ai une tablette graphique, alors je peux corriger directement dans le texte. Je vais me prendre un crayon ici, par exemple, pour pouvoir écrire mes commentaires. C'est pas parfait, là. C'est un crayon surligneur que j'ai pris. Mais donc, je peux leur envoyer leur correction que je fais manuellement sur ma tablette graphique ici. J'irai à la suivante. Est-ce qu'il en reste encore? On est revenu au plan sommaire. Évidemment, j'aurais aimé ça montrer davantage. J'aurais souhaité faire un partage d'écran puis montrer le tout, mais ça vous donne une idée. Donc, il y a des exercices, bien sûr, qui se font
Comme là ici, c'est un texte qu'il faut corriger. Il y a des exercices, on parlait tout à l'heure de phrases décontextualisées, il y en a forcément. On essaie toujours de mettre le contexte le plus grand possible, mais ce sont quand même des phrases hors texte. Il y a des dictées sonores que les gens peuvent faire en tapant la dictée sur le clavier et en écoutant un fichier de son. Il y a, dans certains cours, pas dans les 3, mais dans le premier, il y avait des capsules vidéo, où là, je donne la leçon. Et ça aussi, ça prend beaucoup de temps à faire, ce qui explique peut-être que j'ai pas pu avoir de sous pour les faire dans les cours qui ont suivi. C'est donc assez varié et le cours s'échelonnant sur 15 semaines, on traverse dans le temps, j'accompagne les étudiants, j'accompagne les gens qui ont des travaux écrits à me remettre, qui ont des exercices qui peuvent être auto-corrigés et ils ont accès à leurs résultats. Ils peuvent venir me voir pour qu'on reprenne les exercices, pour voir les erreurs et tout ça. Généralement, les gens qui suivent le cours sont sur les étages tout autour de moi, là, donc ils me connaissent bien, je les reçois, on travaille ensemble. Donc c'est asynchrone comme type de cours, mais moi j'ai souvent l'impression d'être là en synchronie avec eux parce que je peux les voir travailler, je sais qui est en ligne et puis on est en contact constant, donc de semaine après semaine. Et la beauté de la chose, c'est qu'en le faisant en ligne au moment où ils le souhaitent, ils peuvent se permettre de prendre un peu de retard, c'est-à-dire quand la tâche de travail est trop importante, ils m'en avertissent puis ils vont remettre à plus tard le travail, donc ils vont faire 2 à 3 semaines en même temps. Donc ça, c'est à moi de gérer avec eux, mais ce qu'il faut dire, c'est que tout le monde arrive à la fin au même moment, remettre les travaux, finissent avec beaucoup de satisfaction, je dois le dire. Des gens qui m'ont dit avoir appris, avoir dérouillé des savoirs engourdis dans leur mémoire. Là. Mais j'ai vécu des belles relations, malgré le fait qu'il y a un écran qui nous sépare. Et moi, ça me force à être beaucoup plus efficace, de travailler beaucoup l'expression, la communication, puis de mettre l'accent vraiment sur l'accueil des gens. Alors voilà, je ne sais pas si j'ai écoulé plus de temps que prévu. C'était là ma présentation des cours que je donne. Alors, je voulais remercier Elisabeth et dire qu'on constate que les référents, ce sont des personnes qui travaillent beaucoup, qui sont très à l'écoute, qui aiment beaucoup les communications et comme accompagnement, je pense qu'on ne peut pas souhaiter mieux. C'est évident que tu réussis, Elisabeth. Alors, on va aller aux questions. Il y en a une sur le tableau blanc. Quelles sont les évaluations finales du cours, Elisabeth? Donc, les évaluations finales du cours ont pris des formes différentes au fil des sessions. Au tout début, les 2 premiers cours se terminaient avec une dictée en présence en classe. C'était la seule présence, c'était de se présenter pour une dictée qui récapitule l'ensemble des éléments de la révision que le cours offrait. Et puis, selon les exigences aussi de l'Université de Sherbrooke, on m'a demandé, c'était bien la dictée, je pouvais la conserver, mais d'ajouter un élément de transfert dans le travail qui s'approprie au type de travail qu'ils font. Alors, pour un cours, par exemple, je leur demandais de préparer un pense-bête grammatical, donc relever dans les travaux de leurs étudiants les principales erreurs et d'en faire une espèce d'explication, de justification. Donc, un travail un peu plus long. Ou encore un travail qui demande de créer, de faire une étude sur la nature des erreurs, de voir le contexte dans lequel les erreurs ont été commises, et de faire une petite analyse, de présenter par la suite des exercices pour aider leurs étudiants, voire même des petits trucs, des choses comme ça. Mais on m'a demandé d'ajuster ça, de faire en sorte qu'il y ait des travaux de niveau universitaire, donc pour le faire. Donc la dictée, je la fais de moins en moins en finale. C'est beaucoup des travaux longs. D'accord. Voilà. Merci. Il y a une autre référence qui nous a été donnée par Dominique concernant les exercices en ligne pour les catégories de fautes. J'imagine que c'est le détecteur de fautes, là. Donc, c'est les outils merveilleux du CCDMD. Évidemment que si vous ne les connaissez pas, il faut aller les voir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, je pense que je passerai à l'étape finale. Est-ce qu'on relance la question, les questions laissées en suspens? On en a une, je pense, Anne? Oui, c'est la question qui nous venait, je crois, d'Hélène Crochemort qui demandait aux participants là, si certains collèges avaient déjà expérimenté le projet Orthodidacte ou le projet Voltaire.
Alors, en attendant vos réponses, orthodidacte, je vous avais envoyé un lien pour une présentation de ce matériel-là. Je n'ai moi-même pas eu le temps d'aller l'explorer plus avant. Ce que je pense pour l'instant, c'est que c'est du matériel pour des gens plus jeunes et qui n'est pas nouvelle grammaire. Ça m'agaçait un petit peu, mais j'aimerais bien avoir du temps pour aller fouiller un peu leur matériel pour après pouvoir vous en parler, faire peut-être un billet sur notre blog. Alors, si jamais il y a quelqu'un qui a déjà fait l'expérience, ce serait intéressant de communiquer avec nous, de partager cette évaluation-là du matériel. Quant à Voltaire, le projet Voltaire, je vois parfois sur YouTube, mais je ne l'ai pas utilisé. Alors ici, il y a quelqu'un qui est en train de nous dire qu'il a essayé orthodidacte. Si la personne veut intervenir, elle pourrait ouvrir son micro pour nous parler plutôt que de prendre le temps d'écrire parce que c'est parfois plus long. Ah, micro non fonctionnel. Bon. Alors, la personne a trouvé que la plateforme répondait mal aux problèmes principaux des employés. Syntaxe. Et de ponctuation. Ben oui. Et évidemment, surtout le personnel professionnel, je dirais, professionnel enseignant aussi, qui peut-être ne font pas ce type d'erreur, mais ont à relever ce genre d'erreur et se sentent inhabiles à le faire. Moi, ce qui me frappe aussi, c'est le fait que les intervenants, vous n'avez pas beaucoup parlé de grammaire moderne. Est-ce que vous abordez votre démarche avec les gens, avec la grammaire moderne, la nouvelle approche de la phrase ou pas, ou si vous partez avec l'approche plus traditionnelle, étant donné que c'est probablement leur formation? Ben, si je peux me permettre de répondre. Oui. Alors, oui, j'utilise en fait la nouvelle grammaire et le vocabulaire associé, puisque de toute façon, comme on fait du réapprentissage en repartant de la base, je trouve que ça va mieux. D'autre part, plusieurs employés ont des enfants en bas âge et s'intéressent beaucoup à cette nouvelle façon de nommer les catégories grammaticales, puisqu'ils vont devoir aider leurs enfants plus tard. Alors, ils sont vraiment contents quand on utilise ces notions qu'ils vont pouvoir réutiliser plus tard. OK. Est-ce que quelqu'un d'autre... Non? Je peux y aller. Je peux répondre. Donc, dans le cours en ligne, on utilise surtout la terminologie de la nouvelle grammaire. Et pour les gens qui n'ont pas connu, qui ont des questions, bien évidemment, c'est en rencontre individuelle qu'on peut faire le pont entre l'ancien et le nouveau. D'accord. Elisabeth? Donc, c'est plutôt une utilisation hybride des deux grammaires. Je m'adapte aux besoins. Je peux faire les deux, mais j'utilise le double langage pour préciser les éléments de la nouvelle grammaire pour ceux qui ont été formés à l'ancienne grammaire. Mais j'essaie de parler le même langage qu'eux. Donc, la grammaire traditionnelle. Maintenant, j'aimerais, si vous n'avez pas d'autres questions, parce que je pense qu'il n'y en a pas d'autres, j'aimerais que vous me disiez, si on s'adresse à tout le monde, est-ce que vous êtes satisfait chez vous? Tantôt, on a vu certains oui, d'autres non, de la formation chez vous, mais quels objectifs vous poursuivez? Est-ce que vous avez des bons coups à nous transmettre qui pourraient compléter les informations et le partage d'expériences que nous venons de vivre? Madame Duclos a une question. Alors, Madame Duclos, ouvrez votre micro, votre caméra. On va vous entendre. OK. Ben, j'ai écrit ma question sur le tableau blanc. Je ne sais pas si vous la voyez. Ah oui, c'est vrai. On évalue au départ des personnes par un test à l'embauche. Fait que j'aimerais ça savoir de la part des 3 participants quel test est utilisé, test maison, test Lévi-Lauzon ou n'importe quel autre. Puis, quand il y a une deuxième évaluation pour voir si la formation est un succès ou non, comment les gens sont réévalués avec le même test ou un autre test. Alors, concernant le test à l'embauche, c'est un test maison. Ça va, la Colette? Oui.
Oui, c'est bon. Alors, test à l'embauche, c'est un test maison et par la suite, le test diagnostic, comme je le disais plus tôt, c'est le test général feu vert, mais je fais également les tests spécifiques quand les participants ou les participantes ont des rouges ou des jaunes, c'est-à-dire quand ils obtiennent soit la note entre 60 et 80, on a fait une conversion, là, maison, ou quand ils ont en bas de... Quand ils ont un résultat inférieur à 60. Là, je fais des tests plus spécifiques, toujours avec feu vert. Et à la toute fin du programme de perfectionnement, je fais repasser le test feu vert. Donc, les candidats, les candidates ne repassent pas le test à l'embauche. Comme ça nous assure aussi de garder une certaine confidentialité en ce qui concerne ce test-là. Je peux enchaîner. Chez Ouais. nous aussi, test maison à l'embauche et test maison après la formation. On a le test à l'embauche, c'est toujours le même, mais on a plusieurs Version. versions du test à la reprise, mais les deux sont des tests maison. Elisabeth? Alors, ce qui est prévu dans notre processus, c'est de refaire le même test. Le test qui a été calibré a des questions en rotation. Donc, ça veut dire que la deuxième fois que le candidat va faire le test, il n'aura pas nécessairement les mêmes questions. Mais toutes les questions ont été validées comme étant de calibre équivalent. Mais pour l'instant, je dois dire que j'ai pas eu à vivre ça encore non plus de reprise parce que j'ai pas suivi de candidats qui étaient en situation d'échec. J'ai eu des gens qui avaient des difficultés, mais pas en situation d'échec. Donc, il n'y a que les gens qui ont échoué au test qui doivent le reprendre. Voilà. Je pense que les gens s'assurent de bien connaître les difficultés, que le travail se fait sur ces difficultés-là et à la fin, je pense qu'il y a une revérification de la maîtrise de ces éléments linguistiques-là avant que les gens soit passent un test de reprise ou bien qu'on donne une sanction par bilan. Les gens d'ailleurs apprennent, je pense, à faire leur propre bilan de performance en identifiant leurs propres erreurs, leurs propres lacunes. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui sont apparues? Nancy, on te supplie de nous donner le nom du fournisseur. Alors, j'imagine qu'elle ne l'a pas de mémoire et qu'elle va nous communiquer ça. Je le connais. Le fournisseur s'appelle Humanis, Humanis. Ils travaillent, c'est des gens en fait du cégep de Chicoutimi qu'Elisabeth connaît peut-être. Et Humanis travaille avec une plateforme française qui s'appelle Online Auteur. Mais c'est Humanis au Québec qui distribue le cours. Online auteur comme ça? Est-ce que c'est comme ça? Bon. Mais on connaît le fournisseur, mais comment le rejoint-on? Si vous tapez Humanis dans un moteur de recherche, vous allez le trouver facilement. D'accord. Ben, je pense qu'il est rendu 1h26 et que vous avez un emploi du temps chargé, il paraît. Alors, je pense que nous allons terminer ici notre premier webinaire que j'ai eu un immense plaisir à faire avec vous. Je voudrais qu'on remercie encore une fois nos 3 personnes ressources, Marie Saint-Pierre du Cégep de Trois-Rivières, Nancy Desjardins du Cégep de Saint-Jérôme et Elisabeth Tremblay du Cégep de Chicoutimi qui ont été d'une grande générosité pour préparer ces documents-là en plus de leur travail. Je voudrais vous remercier aussi, vous, chers participants et participantes, pour votre écoute et votre intérêt. Questions très pertinentes qui ont été posées. Si vous avez d'autres commentaires, n'hésitez pas, le blog peut nous servir à ça et on pourra s'amuser à continuer de discuter ensemble. Je voudrais remercier les personnes qui m'ont soutenue pendant ce travail, Anne Filion, la coordonnatrice du Carrefour de la Réussite, et Catherine Jobin de la POP pour son soutien à la réalisation.